Bonjour à tous. Avant de débuter, je souhaitais très rapidement remercier tout d'abord les étudiants du DU Management, Qualité de vie au travail et santé qui ont participé à l'organisation de cette matinée, mais aussi Thierry Rochefort pour plusieurs raisons. Tout d'abord de m'avoir accepté il y a 2 ans dans la formation dont il est responsable, en élargissant un petit peu le public, parce que je crois qu'au départ c'était réservé aux médecins du travail, et puis en m'invitant aujourd'hui comme médecin pour avoir participé aux 4 matinées. Je crois que c'est la première fois qu'un médecin vient parler, et ça renforce le S des matinées TIS pour santé. Alors, pour vous évoquer cette problématique aujourd'hui du burn-out, je vais m'appuyer sur plusieurs éléments. Tout d'abord, ma pratique clinique. J'ai rencontré à de nombreuses reprises des patients souffrant de burn-out, dans des cas graves initialement, puisque je travaillais aux urgences du CHU de Grenoble, puis après dans une clinique privée où là les cas étaient moins sévères, et désormais je suis en cabinet libéral. Donc là aussi peut-être pour des patients moins souffrants. Depuis, j'ai aussi, et grâce à la formation, développé ce sujet à travers un mémoire qui doit être consultable à la bibliothèque de l'IAE, enfin à la fac ici. Et avec cette reconnaissance, je suis en lien avec les médecins généralistes autour de mon cabinet, autour de la région ouest, des médecins du travail, quelques entreprises. J'interviens, mais très ponctuellement, pour une entreprise de conseil et de formation. Alors cette première diapo, avant même de débuter et de rentrer dans le vif du sujet, pour rappeler que ce mal, le burn-out, fait intervenir de nombreux professionnels. Et que forcément, chaque professionnel aura une vision de par sa formation, de par son expérience, et il ne faut pas l'oublier. Alors, chaque point de vue ne va pas s'opposer, en fait, c'est quelque chose de complémentaire. Donc aujourd'hui, le mien, c'est celui d'un médecin à travers son expérience. Très rapidement, je reviendrai sur des rappels historiques qui m'amèneront à développer certains concepts et définitions avant d'enchaîner sur les symptômes. Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce que ceux-ci sont spécifiques? Peut-on amener un diagnostic à travers ces symptômes? Quid du dépistage, très rapidement, parce que ça sera développé par la suite. Et puis, pour terminer, quelques éléments de traitement et de prise en charge. Alors, pour ceux qui pensent que le burn-out est apparu depuis quelques dizaines d'années, ça remonte à beaucoup plus. Je vous invite à lire un ouvrage très bien fait par un philosophe suisse, Pascal Chabot, Global Burnout, où dans les premiers chapitres, il reprend une partie historique et il décrit un épuisement de moines. Thierry tout à l'heure disait que le burn-out était une maladie du trop travaillé, des gens surengagés. C'était le cas déjà des moines qui étaient trop dans la prière. Donc sur cette première approche, on voit que le trop est déjà présent. Par la suite, c'est un médecin suisse très connu pour avoir soigné certains rois, notamment celui de Pologne, qui, dans certains écrits, fait référence, là encore, à un trop grand investissement dans le travail. Il parle des gens de lettres qu'il sent en souffrance, et pour les soigner, il écrit brusquez-les, arrachez-les de leur cabinet, forcez-les au repos et au délassement, tout cela éloignera les maux, MAUX. Là encore est évoqué ce trop. C'est beaucoup plus récemment qu'un psychiatre français, Claude Weil, dans les années 50. Claude Weil est vraiment pour moi le pionnier de la psychopathologie au travail. Il décrit une forme d'épuisement, mais qui ne rentre dans aucune classification de l'époque, un petit peu comme aujourd'hui, nous le verrons tout à l'heure. Claude Weil était aussi un des premiers à parler de la désorganisation du travail, enfin en tout cas les problèmes d'organisation, faisant le lien avec une atteinte de la santé mentale.
Claude Weil avait à l'époque aussi proposé pour les médecins du travail une hyperspécialisation pour faire entrer la psychiatrie dans le champ de la médecine du travail. À l'époque, la législation avait refusé. C'est bien dommage, je pense. C'est peut-être quelque chose qu'il faut réévoquer de nos jours. Un petit peu plus tard, c'est un psychiatre américain d'origine allemande qui, dans les premiers à utiliser le mot de burn-out. Ce psychiatre intervenait, donc faisait ses journées dans un hôpital et le soir allait dans un équivalent d'association pour les toxicomanes. Et il a repris le terme de burn-out consacré initialement aux toxicomanes qui se consumaient par le produit. Il l'a repris pour parler de lui-même et des membres de son équipe qui s'épuisaient. On voit d'ailleurs dans la description, puisqu'il décrit son état, qu'un matin il n'a pas pu se lever. Parfois, ce signe d'effondrement brutal est repris. On ne le retrouve pas dans tous les cas cliniques de burn-out, mais en tout cas, ça pourrait être un élément. En tout cas, lui, un matin, n'a pu se lever. Et il s'est enregistré, vu que sa voix avait été modifiée du fait de la fatigue. Alors, ce psychiatre a pu mettre en avant cette histoire encore du trop. Pour lui, c'est une maladie du battant, en fait. Par la suite, c'est Meslek, une psychologue américaine qui a vraiment développé le concept avec de nombreux travaux. Elle est à l'origine d'un livre traduit sur le burn-out. Pour elle, il existe un syndrome tridimensionnel. Ses premières descriptions sont centrées sur les professions, surtout de soignants, ou en tout cas exposés à des émotions fortes d'autrui. Elle décrit dans ce syndrome tridimensionnel un épuisement émotionnel, avec retentissement tant physique que psychique, une grande fatigue, une sensation de vide. Elle décrit aussi une déshumanisation de la relation à l'autre, avec comme si l'autre était chosifié. L'autre devenait, et j'ai pu le voir lors de mes pratiques aux urgences psychiatriques. Dans les urgences, les gens sont souvent très fatigués. Et le patient devient une chose, en fait. On oublie qu'on a en face de nous une personne. Troisième point, la perte du sentiment d'accomplissement personnel, avec une baisse de la motivation, un sentiment de culpabilité, une dévalorisation. Pour cet auteur, l'étiologie est vraiment organisationnelle. Là, on sort des représentations antérieures où le sujet et sa fragilité ou sa vulnérabilité est au cœur, ou son trop grand engagement, pour passer sur des causes purement organisationnelles. Elle donne six grandes causes. La charge de travail avec le surmenage, le sentiment d'injustice, le manque de valorisation, de récompense, de reconnaissance. J'ai oublié le quatrième. L'absence de soutien et puis enfin l'absence de contrôle. Je le reprendrai dans un tableau ultérieurement. Alors très rapidement, elle a associé son concept à un outil de mesure. À noter que par la suite, les auteurs, en développant ces théories, ont très souvent retiré la déshumanisation, qui était plutôt une caractéristique retrouvée dans les professions de santé, ou en tout cas les professions dans la relation à l'autre. Fin des années 90, Schauffele, un psychologue expert sur le sujet des Pays-Bas, a donné une définition qui est une sorte de synthèse de toutes les définitions antérieures. Il précise bien que le burn-out n'est pas un état ponctuel, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Il fait le lien au travail, et pour lui, les individus doivent être normaux, entre guillemets, auparavant. Si j'ai le temps, je donnerai mon point de vue là-dessus par la suite. Donc il reprend les éléments suscités, l'épuisement, une baisse de l'efficacité, une chute de la motivation. Pour lui, cet état, cette condition psychique est vraiment progressif. Moi, je donnerai une diapositive tout à l'heure d'un continuum.
Pour lui, il y a vraiment cette inadéquation entre les intentions et la réalité professionnelle. Plus récemment, plusieurs auteurs ont développé un modèle biopsychosocial qui me touche particulièrement. En psychiatrie, on est souvent désormais centré sur ce type de modèle qui ne fait plus une causalité directe, mais plutôt un facteur de causalité. Le docteur Delbrouck, un médecin belge, en fait même un système circulaire qui permet d'agir à différents niveaux. Sa théorie étant qu'en agissant sur un niveau, c'est l'ensemble du système, c'est l'approche systémique qui est mise en avant. Donc il développe les hypothèses sociologiques, les hypothèses environnementales. Les premières hypothèses, c'est la génétique. Et puis en fonction de son histoire de vie, de sa construction, des hypothèses psychologiques et comportementales. L'approche biopsychosociale donne comme axe de travail cette rencontre entre un individu et sa vulnérabilité, plus ou moins élevée en fonction de sa personnalité, de ses comportements, résultant de l'inné et de l'acquis, mais aussi d'un environnement professionnel. Mais il rappelle aussi que pas seulement. C'était précédemment les hypothèses environnementales, les facteurs de stress externes. Les symptômes, 130 sont souvent répertoriés au minimum, donc je ne vais pas tous vous les lister, d'autant plus qu'aucun n'est pathognomonique, c'est-à-dire qu'aucun n'est spécifique. On parle d'ailleurs plutôt de manifestations. Alors j'ai repris une classification, elle peut se discuter. C'est un psychologue allemand qui donne cette classification début des années 2010. Tout d'abord, les symptômes d'alerte, surtout à la phase initiale, avec une consommation excessive d'énergie, se traduisant par une hyperactivité, une sensation d'être indispensable, sentiment de ne pas avoir le temps, des heures supplémentaires sont effectuées, même si elles ne sont pas payées, au détriment des relations sociales extérieures à l'activité professionnelle. Ce premier point est ce qu'on retrouve chez d'autres auteurs comme le surengagement. Associé à ce trop, un épuisement, avec résultant de cette impossibilité de s'arrêter, un manque d'énergie et très souvent un sommeil non réparateur. Il y a quelques années, c'est une équipe de Liège qui a essayé, à travers la création d'une fiche de dépistage, de retrouver les symptômes les plus fréquents, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le sommeil ressort, les perturbations du sommeil ressortent comme assez fréquents, près de 2/3 des cas, sans qu'ils soient pour autant spécifiques. Vient ensuite la démobilisation. On retrouve une perte d'efficacité avec des troubles de concentration, des difficultés à s'organiser, des difficultés à prendre des décisions. La motivation, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, baisse, mais aussi une perte de créativité. Donc on imagine déjà d'emblée les répercussions pour l'entreprise avec tous ces déficits qui se mettent en place progressivement. Ensuite, une réduction dans l'engagement à différents niveaux, envers les clients ou les usagers ou les patients, quand les professions sont en lien avec cette population-ci. La déshumanisation, je l'ai cité tout à l'heure. Ensuite, avec autrui en général, c'est des personnes qui deviennent plus froides, il y a une forme de perte d'empathie, une difficulté à écouter l'autre. Le travail est vécu vraiment comme un ras-le-bol. On traîne des pieds pour aller travailler. Les horaires changent. On arrive plus tard, on part plus tôt. On surveille l'heure. On prend plus de pauses. Et puis, on va recentrer ses exigences surtout vers l'extérieur de l'activité professionnelle. Les personnes deviennent superficielles dans leurs réactions, avec une forme d'indifférence. La vie sociale est perturbée. Les contacts informels n'intéressent plus. On se recentre sur soi.
La vie spirituelle, j'ai mis entre guillemets parce que ça doit être un effet de traduction. On va délaisser les activités habituelles, on va s'ennuyer, un désintérêt est noté. C'est des choses qui se mettent en place progressivement. Ensuite, niveau supérieur, la dépression. Donc je reviendrai sur cette thématique-là. Beaucoup d'auteurs s'interrogent sur le lien entre épuisement professionnel ou burn-out et dépression. En tout cas, les symptômes sont la culpabilité, une dévalorisation, un désespoir, sentiment d'impuissance, un pessimiste. Et puis parfois l'agressivité. Je donnerai un exemple pour expliquer ce symptôme-là tout à l'heure. Tout un panel de réactions psychosomatiques peuvent être présentes. J'ai déjà évoqué les troubles du sommeil, mais on peut aussi trouver des tensions musculaires, à l'origine parfois de troubles. Les troubles musculo-squelettiques, d'ailleurs, pourraient être en lien dans certaines situations. On sait que pour les troubles musculo-squelettiques, ce n'est pas simplement une question d'ergonomie, mais l'épuisement pourrait favoriser ces troubles. En dernier point, le désespoir qui parfois peut conduire à des idées suicidaires et au maximum à des passages à l'acte suicidaire. Alors je rappelle que chaque symptôme pris isolément n'a aucun intérêt de dépistage et ou de diagnostic. C'est vraiment un faisceau de symptômes mis en parallèle avec surtout une mise en perspective de l'anamnèse. C'est vraiment l'historique qui est au centre. Un point important, c'est vraiment aussi les changements qu'on peut percevoir chez l'employé. Alors, ces changements sont parfois difficiles du fait d'une installation parfois longue et insidieuse. Je vous parlais d'exemples sur l'agressivité. C'est un tableau qui est tiré d'un ouvrage sur l'épuisement, le titre c'est épuisement professionnel. J'ai oublié le titre. C'est pour ça que j'ai préparé une petite note. Approche innovante et pluridisciplinaire. Donc, sur la partie gauche, on retrouve les facteurs de risque liés à l'organisation du travail. J'ai rajouté, je me suis permis de modifier un petit peu leur tableau, en rajoutant les stresseurs externes. Au maximum, d'ailleurs, on pourrait se poser la question de facteurs stressants externes à l'origine d'autres modèles d'épuisement. On pourrait parler d'épuisement familiaux dans certains cas, qui viendraient s'ajouter à un épuisement professionnel. J'ai en tête une situation d'une maman de 4 enfants en âge rapproché, donc qui ne cumulait pas les stresseurs professionnels puisque profitant d'un congé maternité puis d'une mise à distance du travail de son choix sur plusieurs années, mais qui se retrouvait avec ses 4 enfants seuls, le mari étant en déplacement toute la semaine et pour laquelle je retrouvais tous les symptômes d'un burn-out. Ce n'est pas le travail qu'elle rejetait, mais c'était quasiment ses enfants en fait, avec un ras-le-bol à faire le quotidien, à les nourrir, à les préparer. Donc en dehors de ces facteurs de stress, on retrouve des ressources individuelles, des ressources sociales, mais aussi des facteurs individuels en fonction de l'inné et de l'acquis. Par exemple ici, un biais d'attribution au style, c'est par exemple une façon de penser. Et puis, en revanche, en opposition, des facteurs individuels qui pourraient freiner l'agressivité. Le résultat pouvant être, en fonction de la somme et des additions ou des soustractions de ces différents éléments, des comportements agressifs envers les usagers, envers les collègues, envers l'établissement, mais parfois aussi envers soi-même, dans ce passage à l'acte suicidaire. Le diagnostic. Alors, pas de diagnostic possible. Je vais en décevoir beaucoup, mais le burn-out ou épuisement professionnel n'est pas reconnu, pas seulement en France.
puisque le manuel de diagnostic et statistique 5e, qui vient de sortir depuis peu, qui n'est encore pas traduit en français, ne fait pas de place à ce diagnostic-là. Un espoir peut-être à travers la classification internationale qui devrait sortir en 2017, la 11e. Je dirais qu'il y a peu de chances de voir un diagnostic sortir, sachant que la CIM, qui est faite par l'OMS notamment, souvent s'appuie sur les travaux du DSM, surtout faits par les Nord-Américains. Alors, pour essayer quand même de parler du burn-out en termes médicaux, de mon point de vue, on pourrait évoquer pour l'instant, tant qu'il n'a pas sa place dans les classifications, un diagnostic d'élimination en éliminant des pathologies elles-mêmes reconnues. En tout cas, c'est le lien avec certaines qu'il faut éviter ou en tout cas éliminer. On pourrait, dans les classifications, existe le trouble de l'adaptation, qui est décrit comme un état de stress et de perturbation émotionnelle qui peut entraver le fonctionnement, notamment dans les performances sociales. Il est mis en avant que la vulnérabilité individuelle est importante, mais tout en admettant toutefois que le trouble ne serait pas survenu en l'absence du facteur de stress concerné. Ce trouble de l'adaptation, de mon point de vue, n'est pas assez spécifique. Si il devait y avoir une reconnaissance, je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque ça va être débattu par la suite, il faudrait vraiment que le rôle professionnel soit clairement exprimé. En plus, pour des personnes un petit peu en retrait, mais qui pourraient avoir leur participation par la suite. On peut évoquer dans des sphères juridiques. Le trouble de l'adaptation, je trouve qu'il est assez connoté négativement pour l'individu, comme si c'était lui qui n'arrivait pas à faire face. Les diagnostics différentiels, donc ce à quoi il ne faut pas confondre le burn-out. Les deux principaux, le stress et la dépression. D'autres auteurs évoquent aussi la question de l'état de stress post-traumatique. C'est un mal-être psychique qui survient après une exposition. Mais dans les classifications, si on veut être strict, il faut qu'il y ait un seul événement traumatique. Donc ça éliminerait tout ce qui est répété dans le temps. Donc on pourrait se poser la question d'une forme de continuum entre le stress, l'épuisement et la dépression. La question, ça serait d'où on met les limites de ces flèches vertes entre ces différentes entités. Concernant la prévalence, sans diagnostic précis, les études ne portent pas sur le même sujet, puisqu'on tous ne vont pas parler exactement de la même chose. Donc on a des grands écarts de fréquence. En moyenne, dans la littérature, on pourrait, je pense, évoquer 5 à 10%. Sur une population active en France autour de 30 millions, je crois, 31 millions. Ça donnerait 3 millions de personnes concernées. À noter que cela va dépendre aussi des professions. Historiquement, on reconnaissait des professions plus exposées. Cela reste, je pense, quand même vrai dans de nombreux cas. Le dépistage, je vais passer très rapidement aussi, parce que c'est quelque chose qui va être débattu par la suite. Qu'est-ce qu'on dépiste? Les facteurs de risque au niveau de l'organisation du travail, c'est-à-dire l'environnement professionnel. Donc, ce serait un dépistage des situations à risque, des stresseurs au travail. Dépister les symptômes dans la phase initiale. Et pour certains auteurs, c'est vraiment le surengagement qui est au cœur.
Pourquoi pas aussi s'interroger sur le dépistage des individus à risque. Thierry disait que, tout à l'heure en introduction, que les employés qui allaient être dans le trop étaient plus à risque. Comment peut-être encadrer plus ces sujets à risque? La question des échelles pour aider au dépistage est posée. Plusieurs existent, bien entendu. Aucune ne fait vraiment le consensus. Enfin, en tout cas, beaucoup de travaux existent encore sur le sujet. Très rapidement, je parlais des individus à risque. Ce n'est pas une cause de burn-out, les individus à risque, mais plus une cause de vulnérabilité. Les individus de type A, qui sont ces personnes qui sont dans un surengagement, qui sont très combattants, qui vont avoir du mal à limiter leurs heures, à s'hyper-investir, sont des personnes à risque. Des gens sans avoir une maladie anxieuse, qui ont une tendance à l'anxiété, qui va amener, ou en tout cas favoriser, de mon point de vue, le burn-out. Toutes les personnes qui présentent des difficultés dans l'estime de soi, donc il faut bien faire, il faut plaire aux supérieurs, aux collègues, donc qui vont avoir du mal à dire non. De même que les personnes avec des difficultés autour d'un perfectionnisme, qui vont passer beaucoup de temps à bien faire, à revoir, à reprendre leur travail. Les personnes aussi qui ont des difficultés à faire confiance aux autres, à déléguer, donc qui vont prendre beaucoup sur eux. Et puis en fait, on retrouve aussi par ailleurs les personnes avec cette mentalité du sauveur, qui vont venir dans les situations d'urgence combler les manques. Très rapidement, pour terminer, quelques notions autour du traitement et de la prise en charge. Vraiment, de mon point de vue, c'est un travail qui doit être pluridisciplinaire, s'appuyant sur les éléments de ma première diapo, mon petit schéma, avec les différents acteurs. Pour ma part, je développe un lien avec Sandra Rossi, que j'ai rencontrée au cours de la formation du DU, spécialisée dans la reconstruction, qui a fait un blog très utile, très sympathique, vous pouvez aller consulter. En tout cas, je crois que travailler seul dans cette question du traitement et de la prise en charge est vraiment utopique. La prévention, j'ai mis trois petites croix pour rappeler que c'est vraiment l'étape initiale. Le curatif est vraiment un parcours long, donc si on peut l'éviter, c'est beaucoup mieux. Le préventif, en entreprise, ça va être expliqué par la suite, mais pourquoi pas aussi au contact des professionnels de santé. On oublie trop souvent que les médecins, notamment généralistes, pas uniquement les psychiatres, mais sont confrontés à ces problématiques d'épuisement, probablement mal formés, sous-formés. Donc beaucoup de travail à faire dans cette voie-là. Au niveau curatif, se pose les questions suivantes. Faut-il un traitement médicamenteux ? Oui, si on voit des complications de dépression. Actuellement, on m'a posé la question sur une molécule qui vient de sortir, qui n'est pas un médicament au sens strict du terme, puisque ce n'est que des compléments alimentaires. C'est un patient initialement qui m'a posé la question, puis après une collègue. Je crois que c'est une molécule que je ne citerai pas, je n'ai pas envie d'en faire la publicité. C'est un bon coût économique, ça c'est certain. Après, je pense que ça peut être dangereux, notamment parce qu'il contient de la taurine. Alors à des doses moindres que les boissons énergisantes, mais pour des patients qui sont déjà avec des difficultés au niveau du sommeil, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Les arrêts de travail, probablement utiles dans certains cas, voire nécessaires parfois. Et puis surtout, la prévention de la rechute. Si on s'attache qu'aux stresseurs, notamment professionnels, qu'on ne prend pas en compte la vulnérabilité du sujet,
S'ils retournent dans un environnement identique ou dans un environnement, le risque de rechute sera important. Mais là aussi, je laisserai les intervenants à venir détailler. Donc cette prise en charge au niveau de l'individu, certainement, mais aussi au niveau de l'environnement professionnel. Et puis, je terminerai par cette citation, sans vouloir faire de politique aucune. La vie n'est pas le travail, travailler sans cesse rend fou. Voilà, je vous remercie de votre écoute.